Alors, un exemple de première salle, le grand escalier savonné. Le Prums va pouvoir retourner cette carte et lire aux aventuriers ce qui se passe dans cette salle en lisant les textes marqués en noir. Dans cet exemple, la compagnie se trouve au sommet d'un très grand escalier qui s'enfonce dans les ténèbres. Pour le descendre sans encombre, les héros doivent effectuer simultanément un test d'équilibre. Effectivement, la plupart du temps, ça va vous donner en fait des tests à effectuer. Nous verrons un peu plus tard les différents tests que les joueurs pourront effectuer au fur et à mesure du jeu. Comme précisé, après le test d'équilibre de chacun, nous vérifierons si ils ont droit à un bonus en lisant la case verte et un malus en lisant la case rouge. En tant que Prums, c'est à vous de faire vivre un peu l'aventure et donc de lire ce que les joueurs doivent faire, mais ne leur dites pas tout de suite les conséquences qu'auront leurs gestes au fur et à mesure du jeu. On ne lira les conséquences qu'après que les tests aient été effectués. Dans certaines salles, il y aura des choix à effectuer par la compagnie. À ce moment-là, après avoir lu le premier texte, les joueurs auront le choix entre différentes options, par exemple ici ça ou ça ou ça. Et une fois qu'ils se seront décidés, ils effectueront en fait ce qui est marqué dans le cadre noir à côté du choix qu'ils auront fait. De la même façon, ne lisez pas en fait les conséquences des choix des joueurs avant que la compagnie ne se soit décidée. Évidemment, en tant que Prums, vous savez les conséquences, donc vous ne participez pas au vote à ce moment-là pour savoir lequel des choix la compagnie va effectuer. Cependant, lors des choix, en tant que Prums, vous aurez le droit de trancher si jamais il y a une égalité entre les joueurs autour de la table quant à une décision à prendre. C'est vous qui choisirez laquelle des deux options, par exemple, sera prise si les autres n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pour les tests, la plupart d'entre eux seront à réaliser en temps limité, à moins que ce ne soit précisé autre chose sur la carte. Donc là par exemple, pour le test d'équilibre que les joueurs doivent faire, on regarde la couleur de la salle, donc pour l'instant c'est une salle verte, et on utilisera le minuteur en plaçant le temps sur la couleur de la salle. Donc sur la salle verte, eh bien, on pourra amener le minuteur au maximum, c'est-à-dire sur le vert. Si on joue sur les salles orange, il faudra mettre un peu moins de temps, et sur les salles rouges, encore un peu moins de temps. Une fois que le minuteur est réglé et que tout le monde est prêt à réaliser l'épreuve, eh bien top, c'est parti, on peut poser le minuteur sur la table afin de lancer l'épreuve. Celui-ci va se déclencher automatiquement. Lorsque le minuteur arrive en bout de course, il saute et on doit immédiatement arrêter l'action qu'on avait entreprise. Alors voici les différents tests que les joueurs seront amenés à effectuer au fur et à mesure du jeu. Il y a d'abord le test d'équilibre. Celui-ci consiste à se placer une tuile destin sur la tête, alors que l'on est assis à sa place, à se lever, à faire un tour complet de la table et à venir se rasseoir sans faire tomber cette tuile en équilibre au sommet de son crâne. Les tuiles destin qui seront utilisées pour ces tests sont celles-ci, celles qu'on a mis de côté en début de partie. Ce sont des tuiles assez épaisses, donc on peut se poser sur la tête pour faire un tour de table par exemple. Ensuite, nous avons le test d'escalade. Dans celle-ci, les joueurs devront se poser la tuile sur la tête, ensuite monter sur la chaise, et redescendre de sa chaise sans faire tomber cette tuile en équilibre sur son crâne. Le test de dextérité consiste à construire un château de cartes avec 7 tuiles destin à l'intérieur du boîtier de la boîte de jeu qui est très glissant et donc ce test est très difficile à réaliser. Le test de rapidité consiste à placer une tuile sur le bord de la table, à placer sa main à plat dessous, à la lever pour faire s'envoler la carte destin et essayer de la rattraper au vol le plus rapidement possible. Pour le test d'adresse, un joueur va prendre la boîte, il va se placer à 3 pas des autres joueurs derrière la table et tous les autres joueurs vont lancer toutes les tuiles destin pour tenter de les faire retomber dans la boîte présentée par le joueur qui s'est éloigné. Celui-ci, bien sûr, a le droit d'essayer d'attraper les cartes aussi que les autres joueurs lancent. La réussite du test dépendra de la salle où il sera précisé ce qu'il se passe en fonction du nombre de cartes qui auront atterri dans la boîte. Le test d'intelligence est tout simplement un memory qui sera réalisé à plusieurs. Les 16 tuiles destin sont posées comme ceci sur la table de jeu, sur un carré de 4 par 4. Ensuite, au top départ, les joueurs à tour de rôle vont devoir retourner le plus rapidement possible 2 tuiles et tâcher d'en trouver 2 identiques. Lorsqu'ils en trouvent 2 identiques lors des 2 qu'ils ont retournés, eh bien, on les laisse face visible et on passe au tour du joueur suivant qui lui aussi va en retourner 2.
et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en trouve à nouveau deux identiques, hop, et on continue jusqu'à ce qu'on ait trouvé toutes les paires du jeu. Nous avons ensuite le test de coordination. Le Prums va prendre l'ensemble de la pile de cartes destin et va la poser devant lui sur la table. Ensuite, tous les joueurs vont se lever et vont reculer d'un pas par rapport à la table, de façon à être à égale distance les uns des autres. Et au top départ, le Prums va pouvoir piocher la première carte pour l'envoyer à son voisin, qui l'enverra à son voisin, qui l'enverra à son voisin, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier joueur reçoive la carte et la repose sur la table, afin de constituer à nouveau une pile, puisqu'on fera ceci avec toutes les cartes de la pile. Dans certains cas, eh bien, ce sera le nombre de cartes qui auront réussi à faire le tour et qui seront arrivées sur la table qui détermineront ce qu'on gagne en fin de précision. Si un joueur fait tomber une tuile, ce sera à lui de ramasser cette tuile afin de continuer. Et puis, bien sûr, on n'est pas obligé d'attendre qu'une carte ait fait le tour pour pouvoir lancer la deuxième. Donc on peut enchaîner pour arriver à faire le test le plus rapidement possible. Enfin, le test de résistance. Pendant le temps du minuteur, le joueur devra se placer debout avec une carte destin sur le genou et une autre sur ses deux index placés l'un à côté de l'autre avec la carte sur les deux index, bras tendus. Et il doit tenir toute la durée du minuteur sans faire tomber les cartes. Alors, que se passe-t-il à l'issue des tests? Eh bien, parfois, il y aura des blessures qui seront attribuées, donc à chaque fois, c'est toujours marqué sur la tuile de donjon ce qui se passe à l'issue d'un test raté ou gagné. Pour les blessures, eh bien, il suffit de mettre un jeton blessure sur les cœurs qui représentent la résistance des joueurs pour savoir le nombre de blessures qui leur seront infligées au fur et à mesure du jeu. Si jamais ils sont obligés de mettre leur dernière blessure sur le dernier cœur visible, eh bien le joueur mourra, et donc il se passera quelque chose de spécial, nous verrons ça tout à l'heure. Les joueurs pourront aussi gagner des jetons XP qu'ils pourront placer sur leur feuille comme ceci, et des jetons pièces d'or qu'ils pourront placer aussi. Ça leur servira pour des passages de niveau. Les joueurs pourront aussi gagner bien sûr des cartes fouilles en général en piochant les cartes du dessus du paquet fouilles, et ce sont des cartes spéciales, il suffira de lire ce qui est marqué dessus pour savoir à quoi sert l'objet en question. Alors une exploration de donjon ne se fait jamais sans quelques bastons. Alors là, comment est-ce qu'on va régler les bastons? Lorsqu'il y aura une baston, en général, ce sera contre un monstre, et on regardera la carte du monstre en question. Les monstres ont toujours une force, en fait, qui va dépendre souvent du nombre de joueurs. C'est marqué en bas, en fait, la force qu'auront ces personnages. Donc là, par exemple, en imaginant qu'on joue à 5 joueurs, eh bien, le mort-vivant aura 15. Ce chiffre représente la résistance du monstre et on placera le jeton noir sur le chiffre correspondant sur le plateau de jeu. Ensuite, la majorité des monstres ont une capacité spéciale. Il suffira de lire ce qui est marqué sur la carte pour savoir quelles seront les petites règles spéciales qu'il y aura pour cette baston. Le Prums va ensuite prendre le paquet de cartes baston et va faire une distribution qui dépendra de la feuille de chaque personnage. Effectivement, par exemple, le Ranger recevra 6 cartes baston en début de tour, alors que l'Ogre recevra 9 cartes. Ensuite, avant de commencer la baston, il faudra quand même regarder que les joueurs n'aient pas des capacités spéciales qui sont à utiliser avant la baston. Par exemple, pour l'ogre, il a un talent casse-croûte qui est à utiliser avant de commencer un combat. Une fois ces capacités spéciales effectuées, on pourra placer le minuteur sur la couleur de la salle concernée et commencer la baston. Il est à noter que le paquet de cartes baston supplémentaires sera posé à disposition des joueurs, donc en général en plein milieu pour que tout le monde puisse repiocher au fur et à mesure de la baston. Au top départ, tout le monde va s'échanger des cartes et va pouvoir poser des cartes en jeu pour asséner des coups aux adversaires. Alors comment ça va se passer? Eh bien, vous le voyez, les cartes baston sont constituées par des cartes qui représentent des lettres avec lesquelles il va falloir écrire des mots pour infliger des blessures. Au milieu de la feuille de personnage de chaque joueur, il y a marqué les mots qu'il peut écrire grâce aux cartes qui lui ont été distribuées afin d'infliger des coups aux adversaires. Donc là, par exemple, pour le Ranger, il peut utiliser le mot bien pour marquer 3 coups, le mot bamf pour marquer 2 coups, et le mot pof pour marquer 1 coup avec son coup de pied. Évidemment, nous n'aurons pas forcément dès le début de la partie les cartes qui correspondent, il faudra donc faire le plus rapidement possible des échanges avec les autres joueurs. Alors tout le monde joue en même temps et on crie autour de la table pour s'échanger des cartes. Effectivement, on peut s'échanger une carte contre une carte.
Donc tout le monde fait ses demandes. Oui, oui, alors moi je cherche un N pour pouvoir faire le mot bien, par exemple. Donc hop, si quelqu'un est d'accord avec moi, je peux lui donner une carte en échange de la sienne et ainsi pouvoir constituer mon mot qui me permettra de faire une attaque. Dès que je les pose sur la table en criant le mot bien. Et immédiatement, je peux repiocher 3 cartes sur le dessus du paquet. À chaque fois que l'on portera un coup en jetant un mot en jeu, on pourra piocher 3 cartes, et seulement 3. Dès que le minuteur s'arrête, la baston est terminée, la poussière retombe et les joueurs vont pouvoir vérifier combien de points ils ont infligés au monstre. Alors comment ça va se passer? Eh bien, chacun à tour de rôle, à commencer par le Prums, va annoncer combien de coups il a réussi à porter grâce aux cartes qu'il a pu jouer. À ce moment-là, on avancera le marqueur gris sur la piste de score du nombre de points infligés. Donc là, par exemple, avec bien, j'infligeais 3 coups au monstre. Ensuite, on annonce le reste de ce joueur et on passe au joueur suivant qui va lui aussi rajouter des coups et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait porté ses coups. Si jamais le marqueur gris rejoint le marqueur noir, ça veut dire qu'on a réussi à infliger un nombre de coups équivalent ou supérieur à celui du monstre et qu'on l'a éliminé. C'est donc une victoire pour cette baston. En revanche, si jamais le pion gris n'arrive pas jusque-là, eh bien on aura perdu la baston. Le petit problème, c'est que les combats ne sont pas sans danger et qu'on peut aussi prendre des coups au fur et à mesure du combat. Effectivement, à la fin du combat, on va vérifier si les joueurs ont joué des cartes avec une étoile autour de la lettre. Donc là, par exemple, le B a une étoile et le F a une étoile. Pour chaque tranche de 3 cartes comme ceci utilisées dans l'ensemble des cartes attaque d'un joueur, eh bien celui-ci va devoir prendre une blessure. Donc dans cet exemple, mon joueur Ranger n'a pas subi de blessure puisqu'il n'y a pas 3 cartes avec une explosion, mais par contre s'il avait joué un I comme celui-ci, il en aurait eu 3 et à ce moment-là il aurait dû prendre une blessure. Effectivement, si jamais il en avait utilisé 5 par exemple, des cartes comme ça, il n'aurait pas eu plus d'une blessure, et s'il en avait utilisé 6 ou plus, il aurait pu prendre 2 blessures, et ainsi de suite par tranche de 3. En plus de ces pains que les joueurs ont pris pendant la bataille, si jamais on a perdu la bataille, c'est-à-dire que le pion gris n'a pas rejoint le pion noir, on va subir une blessure supplémentaire qu'on devra ajouter sur sa feuille. Chaque joueur ayant participé au combat prendra un point. Dernière chose, il n'y a pas de pitié pour les pleutres, et si jamais un joueur n'a pas joué du tout d'attaque lors d'un combat, eh bien il prendra une blessure en plus. Petite précision sur la garde. Effectivement, au fur et à mesure du jeu, vous rencontrerez des monstres, mais vous rencontrerez très souvent la garde. La garde, en fait, va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure que vous allez la rencontrer de nouveau. La résistance de base de la garde correspond au nombre de joueurs, donc par exemple à 5 joueurs on l'a placé sur 12. Après chaque baston contre la garde, on augmentera sa vigilance de 2. Que se passe-t-il si un joueur prend sa dernière blessure et donc son personnage meurt? Eh bien à ce moment-là, un joueur, le Prums en général, va prendre le livret de ce joueur, va le mélanger avec les autres livrets qui n'ont pas été utilisés pour l'instant pour la partie, puis il va faire tirer au joueur mort un des livrets tiré au hasard. En général, on les place sous la table et puis on lui dit dis-moi un chiffre entre 1 et 3. Si jamais il rechoisit le même livret que celui de son personnage, à ce moment-là, il garde son personnage qui finalement n'est pas mort et avait un dernier point de destin. Il a récupéré l'ensemble de sa vie et il garde tous ses équipements. En revanche, si jamais il tire un autre personnage, eh bien il est obligé de repartir avec ce nouveau personnage au niveau 1 et avec aucun équipement. Attention, dans ce cas-là, c'est-à-dire lorsqu'il a tiré un autre personnage, sa feuille originale est défaussée définitivement dans la boîte et on ne pourra pas la réutiliser pour une réattribution de personnage à un autre personnage mort. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins de personnages dans cette réserve de personnages, et que si jamais un joueur doit piocher alors qu'il n'y a plus de personnages en jeu, eh bien c'est fini pour lui, il arrête de jouer et les autres continuent sans lui. Attention, la force des monstres, qui est calculée en fonction du nombre de personnages, sera toujours calculée par rapport au nombre de personnages présents en début de partie, quel que soit le nombre de joueurs éliminés. Heureusement, on peut quand même un peu se reposer dans ce donjon. Effectivement, il y a 3 jetons repos que nous pourrons utiliser à chaque partie du jeu. Effectivement, les premières salles sont des salles vertes, les salles suivantes sont des salles oranges et les dernières salles sont des salles rouges.
Lors de chacune de ces phases de jeu, nous pourrons décider d'utiliser un repos entre deux salles. À ce moment-là, on pourra défausser le jeton repos correspondant et le remettre dans la boîte. Et chaque joueur pourra déjà récupérer une blessure qu'il avait perdue précédemment. Ils pourront aussi, lors de ces repos, jouer des cartes bouffe, en fait, qu'ils auront peut-être récupérées au fur et à mesure du jeu dans le paquet de cartes fouilles. Ils pourront aussi en profiter pour s'échanger des cartes équipement, donc en fait c'est marqué sur le bord des cartes fouilles, si ce sont des cartes équipement, on peut se les échanger au moment des repos, et uniquement à ces moments-là. On peut d'ailleurs parfaitement s'échanger aussi les pièces d'or qu'on aura récupérées, donc par exemple des pièces d'or contre des équipements, enfin bon, tout est possible et tout est négociable entre les joueurs. Il n'y a que les XP qui ne peuvent pas être échangés avec les autres joueurs. Et l'or dans certains cas, puisque par exemple le nain a une capacité spéciale, c'est même une limitation, il n'a pas le droit de donner de pièces d'or aux autres joueurs. On retrouve bien l'esprit de la série. Petite précision, si vous n'utilisez pas un jeton repos alors que vous avez déjà par exemple passé les salles vertes, eh bien tant pis, vous ne pourrez pas utiliser ce repos-là. Il faudra donc songer à l'utiliser pendant que vous êtes encore dans les salles vertes, pareil pour celui-ci, pendant qu'encore vous êtes dans les salles oranges. Les joueurs pourront passer de niveau à n'importe quel moment du jeu, ils ne sont pas obligés d'attendre un repos pour le faire, à condition de pouvoir donner soit 2 pièces d'or, soit 2 XP, soit un XP et une pièce d'or pour pouvoir passer au niveau 2. Attention, quand on passe au niveau 2, on garde quand même les blessures qu'on avait récupérées jusqu'à présent. Et donc, au niveau 2, il faudra cette fois-ci défausser 3 pièces ou XP pour pouvoir passer au niveau 3. Il est à noter que pour gagner de l'or ou des XP, en plus des effets des salles lorsqu'on aura réussi des épreuves, il y a aussi les cartes qui peuvent parfois nous en amener. Donc par exemple les pièces d'or qui permettent de défausser cette carte pour gagner des pièces d'or. Ou bien les cartes équipement qui parfois ont un dessin de chaussette avec marqué XP. Les joueurs pourront soit utiliser la carte en lisant le texte, soit la défausser pour gagner un XP. Le jeu va donc se poursuivre ainsi jusqu'à ce que les joueurs arrivent au bureau de Zangmar. Lors de ce dernier affrontement avec Zangmar, celui-ci a toujours une capacité spéciale, mais qui pourra être ignorée si les joueurs ont réussi à trouver le secret de Zangmar. C'est-à-dire que lors de leur progression dans le donjon, ils auront peut-être réalisé une épreuve leur permettant de découvrir quel est le secret de Zangdar, et s'ils ont réussi à le percer, ils pourront ignorer cette capacité spéciale du mage. Quelle que soit la version de Zangdar sur laquelle on tombe, eh bien, on pourra changer la durée du combat en fonction du nombre d'instruments de musique que les joueurs auront récupérés. Effectivement, son point faible est la musique, ils détestent ça. Et donc, si on a réussi à récupérer ces fameux objets dans la pioche de cartes fouilles, on aura peut-être un avantage. Donc par exemple, la compagnie possède de 0 à 1 instrument, on mettra le marqueur de temps sur rouge, de 2 à 3 instruments sur orange et de 4 à 5 sur vert. Donc plus vous aurez d'instruments et plus le combat durera longtemps et vous aurez plus de chances de le battre. C'est surtout l'effet de cette dernière carte qui déterminera si les joueurs ont gagné la partie en battant Zangdar ou ont perdu la partie en perdant la partie contre lui. Effectivement, tout ce qu'ils auront pu récupérer dans le donjon leur servira à affronter Zangdar en dernier. Et voilà pour le donjon de Nullbug. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble des cartes fouilles et puis l'ensemble des personnages. C'est mieux de les découvrir en jouant, à savoir que c'est un excellent jeu d'ambiance en fait, où il y a pas mal d'épreuves physiques à réaliser, donc c'est toujours assez drôle avec un groupe d'amis. Voilà, bien dans l'esprit du podcast et de la BD bien sûr. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.